dans l'émission Parlement du monde. Bien chers téléspectateurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision du réseau DA dans le cadre de l'émission Parlement du monde. Nous saisissons l'occasion pour vous souhaiter aussi vous présenter nos vœux les meilleurs pour l'année nouvelle et vous annoncer qu'aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle rubrique que nous avons intitulée « Ils ont écrit, ils ont dit ». Dans cette rubrique, nous allons vous présenter des ouvrages anciens, nouveaux, mais dans lesquels les auteurs se sont penchés sur l'évolution du monde. Nous pensons que l'histoire a tendance à se répéter et il nous semble judicieux de sonder les Écritures. À cet exercice, nous espérons nous livrer ensemble avec vous et espérons vraiment partager de bonnes choses. Nous commençons aujourd'hui avec l'ouvrage que va nous présenter son auteur, notre invité, Jean-Baptiste Bokoto. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, Monsieur Dieudonné Colombo. Comment s'intitule votre ouvrage? Mon ouvrage s'intitule Une histoire des violences. Je suis Charlie au Congo. Une histoire de violence. Je suis Charlie au Congo. Pourquoi Charlie au Congo? C'est la question aujourd'hui qui m'est posée partout, pratiquement. Charlie, parce que vous connaissez tous ce qui s'est passé au début de cette année. Quelque chose d'épouvantable qui a traumatisé tout le monde. Ouais. Et moi de même. Et je me rappelle, quand ça s'est passé, j'étais curieusement au Congo, en fait, pour une mission. Et je me suis dit, comment est-ce qu'on pouvait, en ce plein XXIe siècle, assister à ce genre de drame? Je me suis dit, oui, ça se passe en France. Mais chez nous, la violence, on la vit tout le jour. D'accord. On va y revenir, Jean-Baptiste, mais je vais d'abord profiter pour vous présenter un peu brièvement. Ce ne sera pas trop long avant de revenir sur l'ouvrage lui-même. Jean-Baptiste Bokoto Apanda est né à Banga Bola. C'est en 1962 que cela se passe. Il a fait des études secondaires à l'ex-collège Albert Ier, donc collège Boboto, aussi au collège Elikia, ex-Saint-Joseph, où il a terminé et il a un diplôme des humanités littéraires, option latin philo. Il a ensuite fait l'université de Kinshasa, Unikin, ex-Lovanium, d'où il est sorti licencié en droit, option droit pénal et criminologie. Après avoir terminé ses études, il est inscrit au barreau, mais il est repêché comme analyste chargé d'études à la présidence de la République. À l'époque, nous sommes en 1987. Il est nommé en 1993 ou 93 chargé de mission, puis conseiller au collège politique, juridique et diplomatique au cabinet du président de la République. Nous sommes là en 1996. Il quitte la présidence de la République en 1997 avec le renversement du président Mobutu et il est nommé sous Kabila Père conseiller juridique à l'office de biens mal acquis, puis chargé de mission à titre d'administrateur délégué de la Société nationale de la loterie, SONA. Nous sommes en 1998.
Il est ensuite sollicité comme conseiller dans plusieurs cabinets ministériels, dont l'économie, l'industrie, la sécurité du territoire, jusqu'en l'an 2000. En 2001, il quitte son pays pour travailler dans un projet de fibre optique pour l'Afrique dénommé Africa One à Bruxelles. Après la disparition de ce projet, il choisit de rester en Belgique pour parfaire sa thèse de doctorat. Il a écrit déjà autre chose avant les livres que nous vous présentons aujourd'hui. Oui, il a écrit à 20 ans son premier roman intitulé « Du sang sur le marbre ». Son deuxième roman, « Espoir sous les ailes », sorti aux éditions Percé à Paris, a bénéficié d'une extraordinaire campagne de bouche à oreille. Maintenant, Je suis Charlie au Congo est son troisième roman, qui est sorti aux éditions Harmattan en novembre 2015. Rebonjour Jean-Baptiste. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à vous autant. Revenons sur l'ouvrage Je suis Charlie au Congo. Ou histoire, l'autre titre c'est Des violences. Une histoire de violence. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Vous savez, quand on parle de la violence n'a pas commencé aujourd'hui. Le monde en soi a toujours été violence. Quand on lit le livre d'histoire, on voit la guerre des Grecs contre les Romains, la guerre partout, la guerre de 100 ans. Voilà, donc ça a toujours été la violence. Et parfois même cette violence est même déifiée. Et on se rend même compte que cette violence, elle est partout. Elle est dans la rue, elle est dans les écoles, elle est dans les hôpitaux. Mais quand je parle, je parle de terrorisme aujourd'hui, parce qu'en fait, elle est partout, cette violence. Quand on veut frapper, on frappe partout. Alors, je me suis posé cette question-là. Cette violence, elle vient d'où? Pourquoi ça peut arriver que quelqu'un qui naît d'un père et d'une mère devient à la fois violent et poser des actes qui sont en mesure de choquer tout le monde? Alors j'ai compris que la violence, elle est d'abord intérieure. Elle est dans l'homme. Et c'est là où il faut commencer. Voilà, l'idée est venue de ça. En parlant de ces livres, et ça s'est juste bien passé, parce que quand j'y réfléchissais, il y a eu ce phénomène Charlie avec l'attentat à Paris de Charlie Hebdo. Voilà, je me suis dit il faut faire le lien. Et je fais ce lien-là. On va revenir un tout petit peu en arrière. Votre livre, je l'ai lu entièrement. Tantôt j'ai l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une autobiographie ou des mémoires que de romans. Tellement ce que je lis dans le livre me paraît plutôt concret et vrai. Tellement vrai que ça relève plus, on dirait plus une histoire, un livre d'histoire, ou un livre qui raconte une histoire, que d'un roman. Ai-je tort ou raison? Vous avez raison. Vous avez raison, pour la toute simple raison que je me suis dit, je suis parti d'un constat. Ce constat, il est assez simple, que l'Africain, c'est assez malheureux de le dire, ne lit pas beaucoup. Et on part aussi d'un fait que l'Africain non plus n'écrit pas beaucoup. Souvent, l'histoire de l'Afrique nous est écrite par des gens qui ne sont pas africains. Ce n'est pas une mauvaise façon, mais je me sens pas à l'aise quand je me dis non mais voilà, nous-mêmes qui sommes en mesure de penser sur nous-mêmes, d'écrire sur nous-mêmes, on n'est pas au rendez-vous de temps en temps. Alors je me suis dit, il faut écrire. Mais écrire comment?
des livres scientifiques, des livres d'histoire. Je ne suis pas historien, je ne le revendique pas, je ne suis pas historien. Je me suis dit, il faut partir d'une histoire vraie que j'ai vécue, donc de l'histoire immédiate, mais en empruntant un genre littéraire simple, populaire, que je revendique. Donc, je parle de faits qui ont existé, de faits qu'on a vécus, mais en des termes simples, comme un roman. Mais des faits sont là, des faits qui sont vérifiables. Voilà, donc c'est parti de là. Comme pour témoigner du genre de vie que vivent les Congolais aujourd'hui, à travers une image, donc une histoire de la vie de quelqu'un, tu montres comment les jeunes gens au Congo vivent, un peu dans leur famille, avec leurs difficultés de tous les jours. Oui. C'est un peu ça, en tout cas la première partie, c'est ça que je retrouve. Et effectivement, et c'est d'ailleurs ce qui fait que le livre, comme vous ne voulez pas que je parle de roman de temps en temps, le livre est apprécié, c'est parce que beaucoup de gens se retrouvent. Voilà, donc beaucoup de gens se retrouvent, ils se retrouvent dans la société qui a été la nôtre il y a 30 ans, 40 ans, ils se retrouvent la musique qui a été la nôtre, ils retrouvent le sport qui a été le nôtre, ils retrouvent ce qu'on a vécu, ce qui a été notre ressenti à l'époque. Et c'est ça qui fait aujourd'hui l'intérêt de ces livres. Effectivement, à ce point de vue-là, ça m'a rappelé énormément de choses. Et j'ai vu, tu as fait allusion au collège Moboto, donc au quartier Bandal, des endroits que je connais aussi. Moi, j'étais à l'Athénée de Kalina à l'époque, Gombe, donc on était voisins par rapport au collège Albert. Et tu parles des bus pour aller et revenir à la maison. Bon, on prenait les mêmes bus parce que ce sont les mêmes bus qui faisaient la télé et le collège. Donc, ça m'a ramené un peu à tout cela. Et en cela, je disais, mais ça c'est vraiment une histoire. Elle n'est pas inventée, elle est réelle. Ce n'est donc pas un roman, c'est une réalité. C'est vrai que ça rappelle énormément de souvenirs. Bon, et puis, ça bascule à un moment donné. Ça bascule à un moment donné, et c'est là peut-être où l'on devrait... Ce qui serait plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'en lisant les livres, que les lecteurs sachent voir ce qu'il y a derrière l'histoire racontée, l'intention cachée de l'auteur, des choses que tu essaies d'exprimer, mais comme tu le dis, de la manière simple, mais qui sont cachées derrière ces situations que tu étales. C'est là, par exemple, où on parle de Charlie. Pourquoi le titre Charlie? On parle de la violence. Et comment cette violence, à votre avis, selon ce que vous essayez de traduire dans le livre, comment cette violence se met-elle en place? Est-elle en train de se mettre en place par rapport au pays, par rapport au continent? D'abord, quand vous voyez le livre, donc il y a un peu de tout. C'est pas un brûlot, c'est pas un brûlot, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question que c'est pas un brûlot. Il y a un peu de l'autobiographie, c'est vrai. Il y a un peu de roman, parce qu'il y a quand même il y a des aspects fiction qui existent, tout ça, les personnes que j'ai inventées. Et puis, il y a des récits qui sont là avec des faits qui sont vérifiables, tout ça. Mais à travers, comme vous l'avez si bien dit, cette lecture, vous allez déceler des parts de violence, certaines doses de violence. Mais quand vous parcourez, vous lisez très bien le livre, vous allez vous rendre compte de l'origine de ces violences. Et surtout quand on parle de l'Afrique et en fait, du Congo, Zaïre à l'époque, vous allez vous rendre compte que cette violence a été souvent le fait d'un manque ou de l'absence de l'état de droit. Vous allez vous rendre compte que souvent c'était la raison essentielle, c'était également des erreurs sur le plan politique, des erreurs sur le plan de la gouvernance. Et vous allez vous rendre compte que souvent c'était une société plus ou moins injuste, quand bien même au début il y avait des choses qui étaient bien, ça je le dis. Mais vous allez vous rendre compte que c'est souvent suite à des dérives, à des mauvaises gestions des situations qui ont abouti
à des situations que nous sommes que nous avons vécues à l'époque. Quand, par exemple, je vous donne un exemple très simple. S'il y a eu en fait, des tueries, par exemple, à la marche des chrétiens, Oui. en 1992, si je donne mémoire, février, oui. voilà, 16 février, c'est tout simplement parce que la conférence nationale, qui était la volonté farouche de la population de se prendre en main, a été quelque part là, a été fermée. Fermé. Voilà. Fermé. Tout simplement. Avec force. Avec force. Je me rappelle encore. La fermé avec force. Ben ça, voilà, Bruce donc Carleton voilà, qui parlait, c'était l'ancien Premier ministre Bruce Carleton. Donc vous allez vous rendre compte que souvent c'est à des mauvaises gestions de situations ou à des mauvaises lectures de situations qui amènent ces genres de problèmes. Et ben voilà, curieusement, quand nous allons aller dans la situation d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de convergences. Pas des convergences parallèles, mais des convergences, bien sûr. Que les choses se répètent, en fait. Tout à fait. Et vous dites, par rapport à... Allez, vous avez plus ou moins, quelque part, en tout cas je l'ai senti ainsi, souligné un certain nombre de choses dans lesquelles le pays a vécu pratiquement des déclins terribles. Par exemple, lorsque je vous suis par rapport à l'école, lorsque je vous suis par rapport au transport urbain, par exemple, pour aller à l'école, à notre époque, et puis un peu après votre époque à vous, on prend encore des bus, on a son bus convenable, et on a des bus scolaires où on va à l'école normalement, et puis plus rien, presque plus rien, mais en même temps avec des moments de transport difficiles. Là, je découvre ce que vous avez vécu après nous, qui est horrible. Je vous vois partir de Bandal à pied pour aller au collège Boboto. Je me dis, incroyable. Ça ne serait même pas passé à l'idée à notre époque à nous. Pourtant, 10 ans de différence. Et tout cela, à votre avis, serait un peu le soubassement de la violence. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait. Et vous allez vous rendre compte que les choses allaient en se déclinant. En déclinant. Oui. Voilà. En déclinant. Moi, je me rappelle encore... la détérioration est continue. Oui, tout à fait, tout à fait. Quand je vois ce qui se passe ici, par exemple, vous allez dans un arrêt de bus, vous allez voir des horaires de bus. Vous dites que non, mais voilà, moi à 16h, je vais prendre le bus de 16h. Vous attendez à 16h, vous voyez le bus. Et j'y pense encore que à Bandal, mon quartier, ma commune de Bandal, que j'aime bien, Bandalungwa pour ceux qui ne le savent pas, ben, on attendait le bus au marché de Sinkin, pour ceux qui connaissent. Et à côté de l'arrêt de bus, il y avait des horaires de bus. Vous imaginez? Donc, je savais que non, mais voilà, je devais prendre le bus de 6h52 parce que je devais commencer l'école au collège à 7h30. Donc, le bus de 6h52 m'amènerait à l'heure qu'il faut. Oui. À l'heure qu'il faut. Ben, 5 ans après, c'était la marche à pied. Voilà. Donc, vous allez vous rendre compte que c'était des situations. Ben, et ça existait. On a vécu ça. On a vécu des choses peut-être pas à votre niveau, parce que vous, quand vous étiez, c'était encore mieux. Mais progressivement, les choses allaient se détériorer davantage. Voilà. Et nous partons donc de là pour maintenant tirer un peu une conclusion. C'est que c'est toute cette détérioration et toutes ces conditions difficiles dans lesquelles vivent les gens qui préparent en fait à la violence, si je vous ai compris. Mais tout à fait, parce que quand vous prenez un enfant, je vois un peu, par exemple, les enfants qu'on appelle le chégué aujourd'hui, tout ça. Mais moi, quand je me pose la question, ces enfants viennent d'où? Ils viennent d'une famille.
Ouais. Donc, la famille, c'est comme on l'appelait à l'époque, la cellule mère de la nation. Ça veut dire que c'est le socle, tout commence de là. Donc, un père et une mère. Et l'enfant, ses premiers pas, il le fait dans la famille. Mais quand vous voyez cette famille aujourd'hui, la famille congolaise, elle est pratiquement déchirée. Parce que dans la plupart des cas, c'est un papa qui est en chômage pendant des dizaines d'années, ou si pas, il n'est pas en chômage, il travaille, mais des salaires qui veulent rien dire de tout. Donc, une famille, un papa qui n'est pas en mesure d'assumer son rôle de chef de famille. Ben, c'est cet enfant qui sort, qui ne sait pas comment se nourrir, qui ne sait pas comment se faire soigner. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il quitte le toit familial pour aller chercher ailleurs, dans la rue. Et si on y mêle encore d'autres phénomènes, aujourd'hui par exemple des phénomènes des enfants sorciers, tout cela, parce qu'avec le côté assez traditionnel de choses chez nous, où on voit tout en termes de malédiction, en termes spirituels, et tout ça, ben voilà, et tout s'enchaîne. Ben voilà. Donc la violence est issue en grande partie d'une situation de faillite quelque part au niveau de l'État. Et c'est ça le problème. Et vous démontrez cette faillite par plusieurs exemples dans le livre. Est-ce à dire que le Congo est devenu aujourd'hui, comment on pourrait dire, comme sur une mine qui pourrait exploser d'un moment à l'autre et qui se manifesterait par une explosion de violence interne d'abord? Ben, moi, je dois vous dire sincèrement, je n'ai jamais été pessimiste, mais je suis un fin réaliste, parce que je suis quelqu'un de pragmatique. Je vois les choses, j'analyse les choses. Et si je peux vous faire un petit dessin, aujourd'hui, avec ce phénomène de terrorisme, quand vous voyez les différentes poches de terrorisme aujourd'hui en Afrique, je ne parlerai pas d'ici, parce que bon, je crois que ce n'est pas l'occasion. Je parlerai de l'Afrique. Quand vous prenez l'ouest de l'Afrique de l'Ouest, donc avec Boko Haram, Boko Haram qui est au Nigeria, tout ça, qui a commencé au Nigeria, qui évolue au niveau de Cameroun. Mais Cameroun, c'est à combien de kilomètres du Congo? Je crois que c'est à la porte. C'est à la porte. Quand vous prenez le terrorisme en Somalie, ben, Somalie, c'est pas très loin du Congo non plus. C'est l'Afrique, voilà, à côté. Ben, quand vous prenez la Libye aujourd'hui, parce qu'au fait, c'est la Libye aujourd'hui qui est qui va exploser de toute façon, qui est déjà explosé de toute façon. Ben, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ces djihadistes qui sont en train de quitter massivement en fait, la Syrie, l'Afghanistan, à cause de l'Irak, à cause des bombardements, tout ça, sont en train de se déployer en Libye. Mais la Libye, c'est le Tchad à côté pour descendre en Afrique. Et je ne voudrais pas encore alarmer davantage les gens, mais aujourd'hui même au Congo, mais au niveau de poches de criminalité que nous vivons au Congo pour le moment, le Congo n'est pas en feu encore, mais en fait quand on prend l'Est pour le moment, la situation est toujours assez difficile. L'Est est presque en feu. Tout à fait. Quand voilà, on donne les chiffres de morts à l'Est du pays, tout à fait. C'est énorme, on dirait autant que la Deuxième Guerre mondiale. Effectivement. Et là, pour le moment, le groupuscule le plus actif, c'est ADF Nalu. Mais ADF Nalu, aujourd'hui, il y a des djihadistes dans ADF Nalu. Il y a des djihadistes qui sont en train de combattre à côté des ADF Nalu. Mais c'est déjà le terrorisme qui est là-bas. Il est là. Voilà. Donc, et
les groupuscules terroristes souvent adorent les États fragiles. Malheureusement. C'est-à-dire que là où il n'y a presque pas d'État, où ils peuvent s'imposer facilement, parce qu'ils s'imposent par la force. Ils prennent le territoire par la force. Ben voilà, donc... et là où ils peuvent faire aussi des adeptes facilement. Tout à fait. Et aujourd'hui, quand vous voyez même chez nous au Congo, moi je suis étonné de voir la pollution aujourd'hui des mosquées, de partout, les images de mosquées, partout. Quand vous prenez la route Kinshasa-Bandundu, ben vous allez voir des mosquées partout. Mais ces mosquées-là sont construites par qui? Par les Libanais qui sont là-bas. Et on cherche un peu à savoir de quel courant religieux sont ces Libanais. Voilà. C'est un courant qui vient d'Arabie Saoudite, un courant extrémiste. Voilà, donc c'est vraiment des extrémistes qui sont derrière, en fait, et d'ailleurs, il n'y a pas 3-4 ans, les services de la CIA ont pu déceler qu'une grande plateforme, un grand lobby économique qui est à Kinshasa, là, que je ne citerai pas de nom, est impliqué dans le blanchissement d'argent dans le cadre du terrorisme. Voilà, donc ce n'est pas un secret de Polichinelle, ça c'est connu. Voilà, donc c'est pour tout cela, c'est pour faire attention, surtout à des genres de comportements que nous assistons surtout au niveau de nos acteurs politiques. Ils sont en train de prêter le flanc. Voilà. Ils amènent l'allumette sous le feu. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que la situation est tellement mauvaise qu'elle rend la population congolaise elle-même, dans sa grande majorité, réceptive en fait de la violence qui est déjà en train de s'implanter par le biais de, entre autres, de ces groupes dont tu viens de parler. Ben, tout à fait. C'est-à-dire que ce genre de situation, ça cherche toujours un prétexte. C'est toujours un prétexte. Quand il y a un prétexte quelque part, je vais vous donner par exemple l'exemple du Mali. Mais la situation s'est détériorée au Mali à cause de quoi? À cause du coup d'État qui a fait partir le président Amani Touré. Je crois ATT. Oui, Amani Touré. Oui, tout à fait. Et ben voilà, donc c'est souvent à cause de situations qui n'ont pas été bien gérées et eux, les autres, ne profitent que de ce genre de prétexte pour bondir. Voilà, donc c'est ça un peu la situation. Ok. Alors pour aborder une deuxième partie, c'est que cette évolution d'Isaïr, racontée en fait par des histoires vécues, je vois que vous faites allusion, vous avez, de ce point de vue-là, c'est un très bon livre d'histoire, parce qu'il nous permet de voir la situation à partir de 71 à peu près, de 1971, où vous parlez un peu de toute cette évolution que nous avons effleurée, mais en 1990, on aborde des questions plus politiques. Et nous voyons ce climat qui a accompagné comment on appelait ça, les concertations populaires, comme on les avait appelées à l'époque. Les consultations populaires. Consultations populaires. Le président Mobutu qui sillonne le pays et qui récolte ainsi des mémos qui lui avaient été donnés par plusieurs services, plusieurs personnes, plusieurs groupements, plusieurs organisations ont donné des mémos. Et à partir de là, nous allons vers la revendication, enfin d'abord le Mobutu lui-même qui prend congé du MPR, et puis on parle conférence nationale, et je vois que dans le livre, vous faites un peu allusion à tout ça, et comment on siège au niveau de la conférence nationale, comment on ferme
la conférence, comment on va la rouvrir, avec quel mouvement, et tout ce qu'il y a eu dans la population à l'époque pour essayer de rouvrir la conférence nationale. Et nous aboutissions au HCRPT et à tous les différents gouvernements de l'époque et comme ça. Ça, c'est vraiment bon et c'est important pour nos lecteurs de pouvoir aller regarder un peu comment les choses se sont faites à l'époque et comment, des couacs qu'il y a eu à l'époque, un peu comme nous les vivons aujourd'hui. Parce qu'après tout, moi, j'ai l'impression que beaucoup de choses sont une répétition aujourd'hui. Nous répétons pratiquement les mêmes événements, mais malheureusement, je dirais, les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Donc, dans cette évolution, après avoir regardé tout ça, quelles seraient, à votre avis, les priorités d'action? Comment on pourrait, ou quels conseils, quelles leçons d'histoire pratiques aujourd'hui que tu peux tirer, par exemple, en partant de ces différents événements dont vous avez parlé dans le livre? Quels conseils pratiques, quelles leçons que les lecteurs peuvent s'attendre, hein, après avoir lu, s'attendre à tirer quelques conclusions? Mais, comme vous l'avez si bien dit, je le fais exprès pour que les gens, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, que ce soit nos enfants, puissent voir un peu ce qui s'est passé il y a 20 ans. C'est de l'histoire immédiate. Hein. Ouais, ça ne date pas de longtemps. Mm. Et ils seront même curieux de voir qu'il y a beaucoup de similitudes par rapport à ce que nous sommes en train de vivre pour le moment. Mais quand vous voyez un peu l'histoire de Mobutu, de fin de Mobutu, ben, moi je le dis toujours, que la défaite de Mobutu, ou la descente aux enfers du Congo, il faut le dire, c'était une défaite de l'intelligence. Ça a été la faillite de l'intelligence. Pourquoi je le dis? Ben, vous savez, quand vous parlez des consultations populaires, tout ça, ces consultations populaires, c'était déjà vers les années 89. Oui, voilà. 89. Mais déjà bien avant ça, je vous dis qu'il y a eu, déjà à l'époque, il y a eu la perestroïka. Ouais. Et voilà, la perestroïka, s'il faut résumer un peu, tout simplement, ben, ça a amené la fin de la guerre froide, tout ça, et la disparition de l'Union URSS comme puissance, tout cela. Donc tous ces pays satellites qui étaient derrière l'URSS, ben, voilà, ils n'avaient plus de parapluie. Et le rôle que jouait le président Mobutu à l'époque, qui était le rôle de gendarme de la région, n'avait plus de raison d'être parce que, tout simplement, qu'il n'y avait plus de danger communiste. Ben voilà, justement. Mais alors, quand il n'y a plus de danger communiste, quand les intérêts géostratégiques ne sont plus les mêmes, il faut savoir lire. Parce que là, maintenant, ceux qui vous soutenez vont creuser un peu, vous dire non mais voilà, voilà, nous, ils n'ont plus besoin de vous. Il fallait lire, il fallait anticiper les choses. Et ça a été l'erreur. Ça a été l'erreur. Et après, vous allez vous rendre compte que tout ce qui a été fait, même les consultations populaires, même la conférence nationale, c'était à reculons. C'est-à-dire que c'était des initiatives qui étaient sous pression populaire. Voilà, ouais. C'était les tissus sociaux étaient déjà en ébullition. Voilà, les gens revendiquaient. Et le régime lâchait de l'Est. Ce n'était pas des initiatives venant elle était à la défensive, comme on dit, le régime. Et c'est ça l'erreur. Quand vous arrivez, vous devenez à la défensive, vous gérez les choses à la défensive, vous gérez les choses par défi. Parce que je me rappelais à l'époque, c'est ce qu'on disait, parce que gérer par défi, ça devient compliqué. Parce que là, vous ne savez même plus gérer la situation, vous ne savez même plus gérer la faillite, parce que le jour où ça va exploser, vous ne saurez même pas le jour où ça va exploser. C'est la même situation dans laquelle nous sommes en train de vivre pour le moment. Voilà. Donc il faut savoir lire les signes. Les signes de temps. Voilà, tout simplement. Nous sommes aujourd'hui à une autre croisée sur le plan géostratégique. Et l'on peut dire, si on relie les idées, que nous en arrivons là aujourd'hui, parce qu'en fait, on a fortement abusé de la population. On l'a tellement meurtrie qu'elle est revenue à son état de révoltée, où elle était arrivée à cette époque dont nous parlons. Tout à fait. On en est là. Donc, un peuple qui est tellement meurtri qu'il est simplement révolté. Tout à fait. Et là, parce que vous m'avez posé la question sur les priorités. Oui. Parce que c'était ça votre question. Oui.
Mais je dois vous dire que si un peuple devient meurtri, il devient blasé, comme on dit, Et désespéré, sans espoir, alors il faut vous attendre des actes de désespoir. Voilà, et c'est ce qui est dangereux, ce qui est souvent dangereux. Qu'est-ce qu'il faille faire? Mais c'est tout simplement poser des actes. C'est à 3 niveaux, moi je dis. Hein, parce que bon, là aujourd'hui, quand on parle du Congo, moi je vois les choses à 3 niveaux. Je vois les choses au niveau du pouvoir en place. Je vois les choses au niveau de l'opposition. Et je vois les choses au niveau du peuple. Alors, aujourd'hui, là, parlons de l'opposition d'abord. Parce que aujourd'hui, les gens ont tendance à penser, j'entends souvent du Kabila dégage, Kabila dégage. Mais moi, je le dis souvent aujourd'hui, je le dis avec force, que ça ne sert à rien de changer, de tourner la page d'un livre. Les livres, il faut les changer tout entier. Il faut changer de livre. Parce que le logiciel dans lequel nous sommes imbriqués depuis 60, je dirais, c'est pratiquement le même système. Ce système est verrouillé et ce système est grippé. Ce système ne peut pas conduire au développement. Il faut mettre en place un système qui soit à même aujourd'hui d'impulser le développement. Le système qui est là, ce n'est pas ce système-là qui peut amener un pays au développement. Donc changeons de livre au lieu de tourner la page. Parce qu'aujourd'hui, je me rappelle encore, on criait Mobutu, mieux vaut un chien que Mobutu. Donc on peut tout accepter, mais du moment que Mobutu part, c'est l'essentiel. Mobutu est parti, ça fait aujourd'hui, depuis 97, aujourd'hui. Presque 20 ans. Presque 20 ans aujourd'hui. Et où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Tout simplement parce que on n'a pas mis en place une alternative crédible. Voilà, qui pouvait en fait remplacer Mobutu. Donc c'est cela le problème. C'est-à-dire qu'au lieu de parler des hommes, à mon humble avis, je pense qu'il faut plutôt parler d'un système. Voilà, d'un système. Et les individus seront balayés avec le système. Voilà, justement, et d'un système alternatif qui soit crédible, qui soit à même, en tout cas, d'impulser le développement. Et c'est cela que doit se concentrer aujourd'hui la force de l'opposition. Mais il faudrait que l'opposition elle-même aussi soit composée alors des hommes qui réellement ne cherchent pas à jouer à un jeu de chaises musicales, comme on dit. Donc ils veulent prendre la place. Tout simplement qui ont ça comme objectif. Parce que si c'est le cas, ils vont effectivement répéter les mêmes écrits. Donc ils resteront dans les livres. Mais vous allez vous rendre compte que c'est entre les gens qui sont au pouvoir, ceux qui sont dans l'opposition, la plupart c'est qui? C'est des gens qui viennent du pouvoir. Et ceux qui sont de pouvoir, en fait de l'opposition, de pouvoir, parfois aussi ce sont des gens qui viennent de l'opposition. C'est toujours le jeu de chaise musicale. Il n'y a pas derrière ça une vision, un programme, une vision, une volonté de faire les choses. C'est toujours la volonté de remplacer, voilà, avec des idées beaucoup plus immédiats, d'intérêt immédiat, qui sont en prise de compte. Et c'est cela le problème aujourd'hui. Donc il faut vraiment réfléchir beaucoup plus sur une vision politique, sur un projet de société qui peut aujourd'hui remplacer ce que nous sommes en train de vivre pour le moment, qui a failli depuis 1960. Ça, je le dis. Ouais. Et le pouvoir, oui. Là, on parlait de l'opposition. Hein, vous avez parlé de trois niveaux, les pouvoirs, l'opposition et le peuple. Au niveau du peuple, je fais les choses différemment. D'accord, pas de problème. Au niveau du peuple, moi, je l'ai toujours dit que le grand problème chez nous, c'est on a toujours pensé que non, mais voilà, que le Congo, c'est comment je peux dire, un don béni où il ne fallait que puiser
Voilà, donc c'est la cueillette, c'est le jeu de la cueillette et de la chance. Donc tous ceux qui sont là, ce ne sont que des acteurs, des spectateurs qui sont là en train d'assister à un mélodrame qui puisse exister. Or, nous, on n'a jamais compris que c'est le peuple qui est le souverain. J'aime bien le principe, la théorie de la souveraineté populaire. Le pouvoir, les gens ne comprennent pas que c'est le pouvoir, c'est vous et moi. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Et c'est ce peuple qui délègue ce pouvoir-là, c'est le peuple qui élit un chef de l'État. C'est le peuple qui élit les députés. Ben, c'est le peuple qui doit comprendre que non, mais voilà, c'est lui qui doit avoir son destin en main. Voilà. Si déjà vous avez ça dans la tête, c'est déjà bon. Vous allez vous rendre compte que Mobutu, le problème a commencé où? Les problèmes ont commencé en 67. Moi, j'ai été dans beaucoup de constitutions, avec le travail que je faisais. Donc, je participais à beaucoup de rédactions de constitutions. Mais vous allez vous rendre compte de la constitution de 67. La constitution de 67, c'était une constitution qui était bonne, qui était démocratique, en 67. Mais ça a été la première réforme, je crois que la première réforme, c'était en 74, où on a supprimé le bipartisme, c'était le bipartisme, on a institué le monopartisme. Et voilà. Ben, c'était déjà le début. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a érodé pratiquement une grande partie du pouvoir du peuple pour le donner entre les mains d'une personne qui régentait tout. Et les problèmes ont commencé là. Ben, et aujourd'hui, quand vous voyez les choses, c'est pratiquement la même chose. Quand vous qui êtes élu par le peuple, sans consulter même le peuple, vous enlevez d'abord le système à 2 tours pour prendre un système à 1 tour. Et puis après, vous commencez à vous supprimer cette clause des élections de gouverneurs via un corps restreint des députés provinciaux. En mettant en place sur aucun soutènement juridique la nomination des gouverneurs qui sont aujourd'hui des conseillers spéciaux, des conseillers provinciaux, je ne sais pas comment on les appelle, tout ça, voilà, sans soutènement populaire. Ça veut dire que le peuple n'est plus en même d'exécuter, c'est en quoi il peut faire. Donc, c'est dès l'instant où vous vous rendez compte qu'on est en train d'éroder et sans voir ce qui est en train de se préparer. Je ne suis pas un devin, je n'aime pas spéculer sur des choses qui ne sont pas encore là, mais ce qu'on doit dire au peuple, c'est de comprendre que c'est à lui de jouer son rôle. Il faut les lui dire, il faut les lui expliquer. Et il faut les lui dire, il faut le convaincre. Et l'encourager à le faire. Bah, ça, c'est déjà un programme d'éducation à peu près auquel il faudrait absolument. Effectivement. Alors, pour vis-à-vis du pouvoir. Ouais. Alors, vis-à-vis du pouvoir, je dois vous dire que je le dis, que le pouvoir est en train de jouer avec le feu. Le pouvoir est en train de jouer avec le feu, tout simplement parce que quand je présente tout ce qui s'est passé là avec les livres, vous allez vous rendre compte que si, par exemple, à l'époque, nous qui étions de l'autre côté, nous avions compris que non, mais voilà, il fallait laisser faire la conférence nationale. Mais je vous dis, quand vous voyez les résolutions de la conférence nationale, je ne sais pas s'il y a encore eu vraiment un corps qui a eu à réfléchir de manière assez appuyée sur la situation du pays que cette conférence. Ouais. Mais voilà, on a pris tout, on a jeté ça des côtés. Ouais. Mais voilà, et c'est la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, la situation qui est, comment je peux dire, à ce qui me concerne, la prioritaire, c'est chercher par tous les moyens à ce que les élections puissent se faire dans les délais et se faire de manière... Tous les problèmes, que ce soit correct, que ce soit transparent, que ce soit honnête. Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire et ramener au pouvoir pire que ce que nous avons et nous mettre à pleurer? Mais voilà, donc c'est des choses qui doivent se gérer en toute responsabilité. Et c'est là où je m'inquiète. J'ai comme l'impression, je le dis, qu'une impression, encore faut-il que ce soit qu'une impression, que les choses ne sont pas gérées avec toute la responsabilité voulue.
Et c'est ça qui m'inquiète. Et c'est Par rapport pourquoi à- je suis aux Charlie au acteurs. Congo. C'est donc possible que nous nous retrouvions dans des violences comme celles qu'on a vécues à Paris et qui sont en train de s'intensifier dans le monde aujourd'hui. C'est en fait ça que vous dites Oui, en un mot. oui, Parce en qu'il faut, un- il faut clôturer maintenant. Oui, en un mot, c'est celui-là. Mais ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas un prophète un prophète de malheur. Non. Voilà. Donc, je suis Jean-Baptiste. C'est-à-dire que j'annonce, je préviens. Ouais. Voilà. Et je donne de solutions. Voilà. Je donne des solutions qui a moyen d'éviter D'éviter voilà, de de tomber tomber à ce à ce niveau-là. Donc, c'est ça un peu l'intérêt de ce livre. Voilà Jean-Baptiste. Y a-t-il un dernier mot que vous aimeriez ajouter? Parce que là, le temps maintenant nous... Je n'aime pas trop le dernier mot parce qu'il y aura tellement, je n'ai jamais le dernier. Donc, je pense que ce qu'il y a à mieux à faire, c'est de chercher par tous les moyens à lire ces livres. Parce qu'aujourd'hui, ces livres n'est pas seulement... D'abord, vous allez le lire, c'est comme un roman et tout le monde, ceux qui l'ont lu, en tout cas, la critique a été très bonne. Mais au-delà de ça, on apprend beaucoup de choses et on vous donne des outils. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir des outils pour leur pays, en tout cas, ce serait une très bonne occasion de lire ces livres. Et puisque nous sommes dans le période de fête, c'est même un bon cadeau que vous pouvez offrir à des personnes qui vous sont proches. Merci beaucoup Jean-Baptiste. J'espère que nos téléspectateurs vont essayer de se procurer ce livre et le lire surtout. Et encore plus, tirer les enseignements qui sont contenus dans ce livre. Nous vous souhaitons encore de bonnes fêtes de fin d'année et nous espérons vous retrouver bientôt. Peut-être encore, pourquoi pas, avec vous, Jean-Baptiste. Avec plaisir. Merci pour votre attention. Dans l'émission Parlons de